2026, d'accord? Ça marche. Bah, écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Je vous vois pas, mais je vous imagine présent. J'espère que vous m'entendez bien. Moi, je suis très heureuse toujours de pouvoir débattre et échanger en direct. J'ai été élue, comme vous le savez sans doute, il y a 5 ans, pour la première fois députée donc, de la 10e circonscription des Yvelines, qui comprend 51 communes. J'ai 35 ans. Moi, j'ai exercé pendant 10 ans dans le privé, même si j'ai toujours eu un engagement politique par ailleurs, un engagement associatif, notamment sur les questions de droits des femmes, sur les enjeux de bien-être animal, sur les questions écologiques. Mais voilà, je suis députée depuis 5 ans maintenant. Et puis j'ai essayé vraiment d'être au plus près du terrain, en lien direct avec nos associations, avec les habitants, avec nos TPE, nos PME, nos commerçants, nos artisans. Voilà, c'est vraiment comme ça que je conçois ce mandat parlementaire. Et puis très présente aussi à l'Assemblée sur des sujets qui me sont chers. J'ai fait le choix d'intégrer la commission éducation et culture parce que pour moi, tout commence par ça. Quand on parle d'émancipation, quand on parle de liberté, quand on parle de lutte contre les inégalités, c'est évidemment d'abord à l'école et dans le partage aussi d'une culture commune qu'on peut forger des valeurs républicaines. Donc voilà les raisons pour lesquelles moi j'ai souhaité m'investir plus particulièrement sur ces sujets et puis aussi, comme vous le savez, sur les enjeux écologiques, bien-être animal et les questions de droits des femmes. C'est d'ailleurs sur les sujets de droits des femmes, moi qui ai été pendant longtemps au sein de l'UMP et des Républicains, que j'ai quitté ces partis politiques parce que je considérais qu'ils n'étaient pas à la hauteur sur ces sujets-là. Voilà, pour essayer d'être brève et surtout qu'on puisse avoir un échange. D'accord, merci beaucoup Aurore pour cette précision. Ma première question est celle que je me posais effectivement il y a encore quelques temps. Je pense que tu fais partie de ceux qui sont bien placés pour cette élection législative. Certains dont je fais partie te placent même comme favorite. Est-ce que cela te gêne? Moi, ce qui m'importe, c'est surtout de continuer à convaincre. C'est ça qui est essentiel. Moi, dans cette campagne, j'ai voulu faire d'abord une campagne de terrain parce que j'ai essayé d'être une députée de terrain tout au long de ces 5 dernières années. Il n'y a pas une commune, un village qui me soit évidemment étranger. Avant ce mandat parlementaire, mes prédécesseurs avaient beaucoup, beaucoup polarisé sur Rambouillet, oubliant qu'il y avait 51 communes. Et même si Rambouillet, c'est l'épicentre d'une grande partie du territoire, on a aussi 3 bassins de vie qui sont différents. Mourpac-Coignières au cœur de Saint-Quentin en Yvelines, ce qu'on appelle cœur d'Yvelines avec notamment Montfort-l'Amaury, Jouarre-Pontchartrain et ses villages, et toutes les communes qui entourent Rambouillet. Donc moi j'ai vraiment souhaité aller au contact, aller avec les gens pour les convaincre. Donc j'ai musclé mes mollets pendant Oui, la campagne c'est vrai. pour faire beaucoup, beaucoup de porte-à-porte. Parce que je sais que les gens ne vont pas forcément dans des réunions publiques, en mairie, des choses plus formelles, alors que venir directement à leur rencontre, sans filtre, échanger directement avec eux, c'est aussi se rendre compte bien mieux, à mon avis, des questions qui, eux, les intéressent. Absolument. Et ça, je voulais te féliciter parce que tu as été effectivement pendant tous ces 5 ans hyper communicante, hyper présente sur les réseaux sociaux. Et ça tranche véritablement avec les habitudes que pouvaient avoir les autres partis politiques sur la 10e circonscription. Il y a eu un avant et un après, clairement. Mais je crois que c'est pas, si je peux me permettre, qu'un enjeu de communication. Il y a 2 sujets. Un, il faut que la communication, elle serve un propos. Elle serve une vérité, elle serve une sincérité. C'est-à-dire communiquer, mais s'il ne se passe rien, moi, je ne vais pas dans une assoce juste pour faire une photo. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses que j'ai faites, que je n'ai pas dites aussi par discrétion vis-à-vis d'un certain nombre de personnes avec lesquelles j'ai pu travailler. Mais on a besoin de rendre des comptes. Moi, j'y crois beaucoup. Je crois que si à un moment on a une abstention qui ne cesse de grimper, c'est aussi parce que finalement on ne se rend plus compte de ce à quoi servent nos élus au quotidien et qu'on a parfois la fâcheuse impression qu'ils se servent avant de servir les autres. Tout à Et fait. l'enjeu, c'est encore une fois de la transparence. Tout à Et c'est fait. très intéressant ce que tu dis parce que je me souviens du débat que j'avais eu il y a 5 ans avec mon prédécesseur où il m'avait dit mais en gros vous êtes folle dans un débat, vous allez voulez rendre public votre agenda. Si vous faites ça, plus personne n'osera venir vous voir. Ben, au contraire, en fait, parce que justement, les gens se sont sentis en confiance par le fait qu'à un moment, tout simplement, je rendais compte de l'action qui était la mienne et ça ne m'a pas empêché de voir des gens, bien au contraire. Je pense que j'en ai vu beaucoup et j'espère bien continuer à en voir beaucoup.
D'accord, merci. C'est une question d'un ami qui habite Rézeux, donc une petite commune de la circonscription, qui me demandait, d'après toi, quelle est l'action qui t'a paru la plus importante que tu as entrepris au bénéfice du Sud Yvelines ces 5 dernières années? Quelle est pour toi l'action emblématique que tu as entrepris et qui a contribué directement oui, améliorer la vie des habitants? C'est pas simple de choisir qu'un seul sujet. Alors, je vais peut-être en choisir malheureusement plusieurs, mais je vais faire rapide. Mhm, Euh, la première chose, c'est la défense de l'école et notamment de l'école rurale. Je disais, pour moi, tout commence quand même par l'école, par la transmission des valeurs. Et quand on parle, encore une fois, lutte contre les inégalités, quand on parle de valeurs républicaines, si on n'a pas l'école au départ, ça ne fonctionne pas. Et nous, il y a vraiment une obsession, notamment dans nos villages comme à Rézeux, et pour en avoir souvent parlé avec le maire, avec Jean-Pierre, c'est vraiment comment faire en sorte de préserver l'école parce que c'est le poumon du village. Au-delà, évidemment, d'être un lieu d'apprentissage, c'est aussi la vie du village qui existe au travers de l'école. Et on s'est beaucoup battu sur ces sujets-là. On a permis 38 ouvertures de classes en 5 ans et on a aussi sauvé des classes qui étaient menacées de fermeture. 52 classes menacées de fermeture qui ont été maintenues, pas pour mes jolis yeux, mais parce que, encore une fois, il y a un vrai sujet de maintien de services publics et l'école est le premier de ces services publics. Et puis la question de l'emploi. On oublie aussi que notre territoire, c'est aussi des entreprises très diverses, aussi des entreprises un peu industrielles, des pôles logistiques. Et l'une des premières visites que j'ai faites était une visite assez déprimante en vérité, parce que c'était la visite à Ably d'un site qui venait de fermer, qui mhm, s'appelait Géo, mhm. avec des salariés qui étaient sur le carreau. Et j'avais rencontré à leur demande les délégués du personnel. Et on a travaillé d'arrache-pied avec les délégués du personnel, avec l'ancien maire à l'époque, Jean-Louis Barthes, avec Bercy, le ministère des Finances, pour trouver un repreneur. Et aujourd'hui, bah, c'est le très beau site de Daco France, Daco Bello, C'est vrai. que certains d'entre vous connaissent peut-être pour utiliser leurs produits, leurs fruits secs, et qui a continué non seulement à maintenir ce site en activité, mais à investir, c'est une entreprise familiale, et à recruter. Et ça, je crois que c'est absolument essentiel parce qu'en tant que parlementaire, on a encore une fois la capacité à intervenir concrètement pour le territoire, sur le territoire. Puis un dernier point peut-être sur l'écologie, parce qu'on a un territoire qui est au cœur de ces problématiques et qui est évidemment très sensible à ces enjeux-là. Et moi, je le suis aussi très personnellement. Il y avait une attente très forte depuis très nombreuses années de classer en réserve naturelle les étangs et rigoles d'Yvelines. Et Mhm. on a réussi à le classer en réserve naturelle. C'est un enjeu, encore une fois, de protection de la biodiversité, de reconnaissance de ce territoire. Donc voilà, D'accord. concrètement, ce qu'un député peut faire. D'accord, d'accord. Bah, c'est très. Mais merci pour cette précision. Je sais que tu es arrivé il y a 5 ans dans un territoire qui était tenu par des maires plutôt de droite, du parti des Républicains. C'est encore le cas actuellement. Majoritairement, on l'a pu le voir à travers les soutiens que le candidat des Républicains a pu avoir sur les réseaux sociaux. Majoritairement, les maires de la circonscription soutiennent cette candidature. Est-ce que toi, tout doucement, tu as mis en place, effectivement, tu as su rallier à ta cause, notamment Philippe Emmanuel, qui est ton suppléant, maire de Pont, de Jouarre-Pont-Chartrain. Mais est-ce que tu n'as pas peur finalement de recréer une sorte de nouvelle baronnie dans le Sud-Yvelines? Désolé de la question, hein, elle est Non, non, directe. mais elle est très franche et c'est bien, ça va me permettre d'y répondre. Déjà, moi, je suis pas quelqu'un de sectaire. Donc, j'ai jamais aidé ou soutenu les projets des maires ou des municipalités en fonction de la couleur politique des uns et des autres. Et ça, je crois que c'est vraiment primordial. Encore une fois, les électeurs ont fait des choix lors des élections municipales, départementales, régionales, nationales. Et ce choix, il doit être respecté. Et on ne choisit pas forcément ses interlocuteurs. Par contre, moi, j'ai toujours été pour un respect, un dialogue franc, honnête, sincère, et un certain nombre de maires qui, en effet, par fidélité à leur parti politique, peuvent soutenir quelqu'un d'autre, eh bien, sont aussi des gens avec lesquels j'ai pu avoir des relations extrêmement cordiales, républicaines, et avec lesquels j'ai réussi à travailler. Et je suis très fière de compter sur le soutien de plus d'une quinzaine de maires aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas quand je suis arrivée en 2017 avec voilà, des maires qui parlaient de réseau notamment, Jean-Pierre Zanier, il y en a bien d'autres. Ils étaient d'ailleurs à mon lancement de campagne à Jouarre-Pont-Chartrain. Et je suis très heureuse voilà, de pouvoir m'appuyer aussi sur
sur cette expérience. Maurice Chanclus, qui est le maire de Longvilliers, était avec moi hier pour ma dernière réunion publique à Maurepas. Il incarne aussi voilà, cet héritage, cette manière de faire, ce travail de terrain. Et puis, on a des nouveaux maires aussi qui sont arrivés sur le territoire en 2020. Je pense à Ismaël Nélil, évidemment, aux Essarts-le-Roi, à Philippe Emmanuel, qui est devenu aussi mon suppléant, à Laurent Louédon, à la Queue-les-Yvelines, où je me trouve justement ce soir, et qui aujourd'hui sont en soutien à ma candidature, aussi parce que je pense qu'ils ont envie et besoin de ce renouvellement sur le territoire et d'une politique qui ne doit pas être une politique sectaire. Alors, moi, j'ai aucune vocation à créer une baronnie, déjà parce que moi, je suis pour la limite du cumul des mandats dans le temps. Moi, je pense qu'il ne faut pas plus de 3 mandats dans le temps, parce que sinon, il y aura toujours une bonne raison pour se représenter, parce qu'on aime ce qu'on fait, parce qu'on aime les gens, parce qu'on a envie de porter des projets. Et je crois que ce n'est pas sain pour la vie démocratique. Et donc, voilà, je n'ai pas vocation à être là pendant 30 ou 40 ans. J'ai vocation à continuer à vivre sur le territoire. Ça, j'en ai très envie. Continuer à m'y investir, mais il y a plein d'autres manières de s'investir que juste un mandat électif. Et moi, je ne souhaite pas être élue pendant 30 ans. J'ai envie, voilà, là, de réaliser ce deuxième mandat. Je ne sais pas si ça, c'est les électeurs qui décideront dans quelques jours de toute façon de mon avenir et de l'avenir de ce territoire. Mais il n'y aura pas de baronnie, parce que moi, de toute façon, je suis pour la fin du cumul des mandats dans le temps. D'accord, mais merci pour cette franchise et cette précision. Il y a 2 questions qui viennent de passer sur le chat de Twitch. L'un qui vient de Camille CR. Au sujet des droits des femmes, pourquoi avoir refusé d'ouvrir la PMA aux personnes trans? Pensez-vous que nous soyons forcément voués à être de mauvais parents? Alors, déjà, on a ouvert, il faut le dire, la PMA aux femmes et aux femmes seules. Et ça, c'était une vraie victoire. Et vous savez, ce n'était pas acquis. Et si ça n'avait pas été moi, la députée de cette circonscription, je peux vous dire que le vote n'aurait pas été le même pour le député sortant, de manière évidente, ou pour ma concurrente LR aujourd'hui, qui est en désaccord avec toutes ces questions-là. Moi, la loi a beaucoup évolué sur cette question de la transidentité, et je crois que c'est quelque chose qui est absolument nécessaire. Dans le mandat précédent, pour être tout à fait honnête, il y a peut-être des évolutions qui doivent continuer à exister. Mais je crois que la première étape, c'était déjà d'aller au bout de la promesse qu'on avait engagée, parce que sur ces sujets-là, qui sont des enjeux éthiques extrêmement importants, des enjeux aussi médicaux, évidemment, qui peuvent y être associés en l'espèce quand on parle de la PMA, eh bien, je crois qu'il faut qu'on puisse avoir un débat qui existe avec les Français. Et sur la PMA pour toutes, le débat, il avait été tranché pendant l'élection présidentielle de 2017, et c'est l'engagement très clair qu'on avait pris. Sur d'autres sujets, ça n'était pas le cas. Et je pense que c'est nécessaire, justement pour qu'on ne revive pas des débats terrifiants qu'on a pu avoir sur le mariage pour tous, qui ont été absolument odieux, qui ont fait monter l'homophobie dans notre pays parce que certains l'ont instrumentalisé. Eh bien, je crois qu'on a besoin d'avoir ce débat avec les Français. Donc moi, c'est pour ça que sur ces questions-là, qui sont encore une fois des enjeux éthiques essentiels, je suis pour que d'abord les Français puissent avoir accès au débat avant que les parlementaires seuls ne tranchent. C'est aussi ça associer, je pense, les Français à la décision qu'on prend. D'accord, merci à toi. Monsieur XH, bonjour Madame la députée. Pourquoi certains sites internet nationaux comme départementaux ne sont pas encore totalement accessibles? Propositions de police d'écriture différentes. Donc je pense là c'est l'accès effectivement en termes de non-voyants ou personnes qui ont des difficultés d'accès à la lecture. Voilà. Qu'est-ce que au niveau national et départemental, est-ce que les sites nationaux seront adaptés à ces différentes personnes? Alors, les sites du gouvernement aujourd'hui le sont, le site de l'Assemblée nationale aussi, pour laisser aussi une plus grande part à l'audio, notamment pour les personnes en situation de handicap. Et ça, c'est absolument essentiel, évidemment. Je ne peux pas répondre pour le département. Moi, je pense que de la même manière qu'il y a une loi qui n'est pas encore respectée suffisamment sur l'accès des personnes en situation de handicap aux lieux physiques, il faut que ce soit la même chose sur les lieux dématérialisés. Parce qu'aujourd'hui, en plus, comme on engage un grand mouvement numérique, encore faut-il que tout le monde, évidemment, ait accès en ligne à toutes ces démarches qui sont absolument essentielles, et au-delà des démarches, à l'information, à la connaissance, au divertissement. Il faut que des sites comme, par exemple, les sites de France Télévisions, de Radio France, de tout ce qui est aussi déjà public, puissent être accessibles. Je pense que là, la loi peut clairement se pencher sur ces questions-là pour renforcer
les obligations en la matière et peut-être aussi les sanctions si ça n'était pas respecté. D'accord, très très bien. Alors juste donc deux peut-être et ça va être les dernières questions parce qu'on va être dans le D'accord. timing que l'on s'était donné de 15 minutes. Il y en a un qui concerne donc qui est de Amel 18 qui évoque un article dans l'Écho républicain dans lequel les compétences des pharmaciens allaient être élargies donc pour les campagnes de tests et de tests et de vaccination avec des charges supplémentaires pour les pharmaciens. Donc ça c'est la question qui est posée. Comment une telle mesure peut-elle crédible face au projet de création de centres de santé publics et au recrutement massif de soignants hospitaliers et puis un qui concerne l'agriculture dans le sud Yvelines et l'huile de tournesol qui est frappée de plein fouet par des hausses de prix. Voilà, c'est les deux dernières questions. Si tu... Pardon, j'ai pas entendu bien la deuxième question. Ouais, la deuxième question, c'est quelle place pour l'agriculture dans le sud Yvelines? Quid de l'huile de tournesol frappée de plein fouet par la hausse des prix de Pamaris? Alors, sur la première question, c'est en général la question de l'accès aux soins et à la santé. Et là-dessus, il faut être honnête, on a aujourd'hui, et pendant les 3-4 années qui viennent, plus de médecins qui partent à la retraite que de nouveaux médecins qui sont diplômés. Donc ça veut dire qu'on a une pénurie, qui a un écart au regard du nombre de médecins dont on a besoin, aussi parce que la population a évolué, à la fois au vieillissement de la population, d'autres types de maladies qui sont apparues, des affections de longue durée, des maladies chroniques, donc ce qui nécessite une prise en charge particulière. Donc face à ça, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des mesures de moyen long terme. On a fait sauter le numerus clausus. C'était une nécessité, mais bon, ça n'avait pas encore été fait. Nous, on l'a fait. Et puis, il y a justement, je dirais, ces 3-4 années, et faire monter en compétence d'autres professionnels de santé. Et moi, j'en ai parlé très régulièrement avec les pharmaciens, avec les sages-femmes aussi, parce qu'on sait que pour le suivi des femmes, c'est absolument essentiel. Et malheureusement, aujourd'hui, on a rarement accès à un gynécologue. Et les sages-femmes sont compétentes pour toute la santé des femmes, leur grossesse et aussi les nourrissons. Et donc, c'est ça qu'on a fait. Donc, typiquement, un pharmacien, aujourd'hui, vous vaccine, alors qu'il y a encore 5 ans, c'était impossible de se faire vacciner à la pharmacie. Enfin, souvenez-vous, le parcours absurde qu'on devait avoir. On devait aller chez son médecin pour se faire prescrire une dose. On devait aller chez son pharmacien pour la récupérer. Et ensuite, on la laissait et on l'oubliait en général dans le frigo parce qu'il fallait retourner chez son médecin se faire vacciner. Donc ça, c'est fini et c'est une bonne chose parce que c'est plus simple pour vous, pour nous. Et c'est du temps utile de médecin aussi qui a pu être libéré. Donc c'est ça qu'on veut faire. Je vous donne un exemple très concret. Quand on a une angine, quand on a une cystite, c'est extraordinairement douloureux. Or, avoir un rendez-vous de médecin, c'est pas forcément en 24-48 heures qu'on y arrive. Demain, l'idée, c'est de développer des protocoles en lien avec les médecins et les pharmaciens, de manière tout simplement à ce qu'ils puissent, le pharmacien, selon ce protocole validé par un médecin, délivrer le médicament nécessaire et que vous n'ayez pas à vous tordre de douleur pendant 48 ou 72 heures. Ensuite, sur les questions agricoles, oui. Elles sont essentielles. Elles sont essentielles à la fois pour notre souveraineté alimentaire. On ne dira jamais assez, mais on a une agriculture dans notre pays qui est une agriculture saine, qui est une agriculture durable et qu'on doit impérativement préserver. Et puis, un enjeu aussi de la transition écologique. Pour des raisons évidentes, les agriculteurs sont et doivent être évidemment à nos côtés et les premiers engagés sur la protection de la biodiversité notamment. Nos agriculteurs, ils sont en ce moment très touchés, alors très particulièrement dans le sud Yvelines, vous le savez tous, par les très violents orages qu'on a eu à subir, et la grêle en particulier. Moi, j'ai été à leur côté dès samedi soir. J'ai fait venir le ministre de l'Agriculture hier, justement, à Prunay. Il y a 3 communes très touchées, hein. Orsemont, Prunay, Sonchamp et 4 en fait, et Ably. Et donc, on doit évidemment être à leur côté pour prendre des mesures exceptionnelles d'accompagnement et de soutien. Évidemment, parce que pour certains agriculteurs, en 30 minutes de grêle, c'est une année de travail qui a été perdu et une récolte entière qui est perdue, ce qui est évidemment un problème pour nous. Donc là, il y a un sujet de court terme vraiment d'accompagnement d'urgence de ces agriculteurs qui doit absolument être réalisé. Et c'est pour ça que j'ai demandé au ministre de venir pour qu'il redise très clairement l'engagement de l'État vis-à-vis de nos agriculteurs. Très bien, très très bien. Merci Aurore d'avoir répondu à toutes ces questions à la fois. Merci d'être venu sur Twitch, donc cette chaîne de streaming qui est plutôt dédiée aux joueurs et aux joueurs et aux joueuses de jeux vidéo. Donc c'est vraiment une première pour moi. Merci d'être venu. Et puis je tenais à préciser que c'était la première fois qu'on échangeait ensemble. On s'était déjà croisés à certaines occasions, mais c'est vraiment une première.
première et qu'il n'y a pas eu de préparation particulière. C'est Alors, vraiment de l'improvisation, de la c'est la totale vraie improvisation. chanson comme le nom l'indique. Tout à fait. Merci à toi et je te souhaite de passer une bonne fin de campagne. Je précise que dimanche, jour des élections, je fais un streaming non-stop entre 10h et 22h pour suivre justement l'évolution des élections et des premiers résultats. D'accord. Donc, s'il y a autour de toi des militants, des personnes qui veulent intervenir sur mon stream lors de ce dimanche, il n'y a aucun souci, ils sont les bienvenus. Merci à tous en tout cas. Et puis voilà, je ne peux que inciter les uns et les autres, quoi qu'il arrive, à se mobiliser, à se rendre aux urnes dimanche 12 juin. On n'est pas une abstention record. Voilà, c'est absolument essentiel pour notre avenir, que ce soit vous qui décidiez et donc que vous vous mobilisiez. En tout cas, très bonne soirée à tous et merci d'avoir participé à cet échange. Merci Aurore, à bientôt. Ciao. Au revoir.